Je m'entretiens maintenant avec notre panel de journalistes Joël Denis-Bellavance, chef du bureau parlementaire à la presse, et Catherine Lévesque, correspondante parlementaire pour le National Post. Alors, bonsoir. Bonsoir, Catherine. J'aurais presque envie de vous demander tout de suite, parce qu'au moment où on enregistre cette émission, on vient tout juste d'avoir un peu plus de détails sur cette fameuse rencontre. Alors, j'aurais envie de vous demander vos réactions à chaud sur ce qu'on a appris aujourd'hui. Évidemment, on n'était pas un petit oiseau dans la pièce, on ne sait pas tout ce qui s'est dit, mais sur ce qui a été révélé après dans les différents points de presse. Commençons par Joël Denis. Moi, je pense que c'est une rencontre qui est quand même couronnée de succès pour la simple raison qu'il n'y a personne qui a claqué la porte. On s'attendait à ce que peut-être Danielle Smith fasse des siennes, s'offusque de voir qu'on rejette certains projets de pipeline ou quelque chose de genre, mais ça ne s'est pas produit. En fait, j'ai même entendu des premiers ministres des provinces de l'Ouest, comme Scott Moe de la Saskatchewan et Danielle Smith de l'Alberta, parler de développer l'industrie pétrolière de façon responsable, avec moins d'empreintes environnementales. C'est comme on chemine chacun vers le centre, on dirait. À la fois François Legault, Premier ministre du Québec, pour ce qui est de son ouverture aux pipelines, et donc Danielle Smith et Scott Moe vers l'utilisation plus verte, si on peut dire, si ça peut s'exprimer ainsi, de l'exploitation de ces ressources naturelles que sont le pipeline, le pétrole et le gaz naturel. Donc, tout ça, ça indique qu'on travaille encore ensemble et compte tenu de les intérêts parfois divergents de chacune des provinces et des régions, simplement qu'on continue de travailler ensemble et qu'on s'envoie des fleurs presque. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction pour M. Carney, qui avait quand même placé les attentes assez élevées. Oui, tout à fait. Catherine, est-ce que vous avez l'impression, justement, d'abord qu'on a parlé énormément d'énergie, qu'on a parlé de pétrole beaucoup, et qu'on a réussi à maintenir l'unité nationale, disons ça comme ça? Oui, bien, même avant le début de la rencontre, on entendait le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, chanter « Love is in the air »,« L'amour est dans l'air ». J'ai l'impression que ce sentiment-là est resté tout au long de la rencontre, malgré ces divergences d'opinion dont on a parlé. Évidemment, celle qui pousse vraiment pour un oléoduc là, avec du pétrole, c'est Danielle Smith. Mais je pense on réalise aussi, là, parmi tous les premiers ministres, qu'il faut... Il n'y a pas juste les pipelines dans la vie. Là. Il y a d'autres projets, des projets qui peuvent se réaliser là, bien plus tôt qu'un oléoduc. Donc, on a beaucoup parlé de minéraux critiques, par exemple. On a parlé de réacteurs nucléaires. Il y a toutes sortes de projets là, d'envergure nationale, là, je pense, auxquels on voudra s'attarder. À la fin de cette rencontre, on n'a pas eu cette fameuse liste là, qu'on attendait. Donc, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce que le gouvernement fédéral voudra financer. Mais je pense qu'il y a un sentiment que tout le monde marche un peu dans la même direction. Oui, Danielle Smith a même un peu facilité les choses pour le Québec en disant ça ne passerait pas nécessairement par le Québec, ça peut passer par le nord du Manitoba, vers l'ouest. Donc, on a l'impression qu'elle cherche un peu à épargner le Québec. Exactement. Puis même François Legault disait il pourrait y avoir un tracé qui s'arrête à la baie du Dusson. Donc, encore une fois, on est très prudent parce qu'il n'y a pas de projet actuellement sur la table. On veut finalement mettre les conditions gagnantes là, pour qu'il y ait peut-être un projet d'oléoduc, mais chose certaine, il y a bien d'autres projets là, qui vont pouvoir se réaliser, on a l'impression, sous ce nouveau régime. Le but aussi de cette rencontre, c'était, je pense, de rassurer le secteur privé parce que, évidemment, ce n'est pas le gouvernement fédéral ou les provinces qui vont financer tous ces projets-là. Ça coûterait une fortune. Il faut créer les conditions nécessaires qui vont permettre un retour en force du secteur privé au Canada pour l'investissement et l'exploitation des ressources naturelles. Donc, je pense qu'on jette les bases de ce retour du secteur privé en assurant des conditions précises, une certitude, une prévisibilité, et c'est un peu ce qu'avait perdu le secteur privé dans le passé, avec des embûches, des paperasseries, des tracasseries ou des obstacles qui étaient jugés insurmontables par le secteur privé. Est-ce que c'est comme ça, et c'est la question qu'on se pose, qu'on va augmenter la productivité dont Mark Carney parle tellement, et il n'est pas le seul. On dit au Canada, on est peut-être les moins productifs de bien des pays, du G7 par exemple. Est-ce que c'est de cette façon-là qu'il réussira à l'augmenter? Parce que pour bien des gens, c'est pas clair ce que c'est que la productivité. C'est vrai. Bien, c'est une des façons. C'est sûr qu'on va attendre moins longtemps. Le but, c'est que, justement, on attende 2 ans avant qu'un projet ait lieu, qu'il y ait une seule évaluation environnementale. Là, on verra, il y aura peut-être des embûches dont on parlera. Oui. Mais encore une fois, on veut que les projets commencent rapidement. On veut que les gens travaillent sur des nouveaux projets, mais surtout, on veut
on ne veut plus être dépendant des États-Unis. Je pense que c'est vraiment ça le but actuellement. Alors, tous ces secteurs qui ont de la misère cette semaine, de l'aluminium, de l'acier, on veut vraiment les mettre au travail et on veut qu'ils s'attardent à des projets d'envergure nationale. Là. Donc, vraiment, oui, j'ai l'impression que c'est une avenue. Il y en aura d'autres, mais effectivement, il faut vraiment augmenter la productivité, puis ça va avec la vitesse, entre autres. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce qui a permis de bâtir le consensus qui existe à l'heure actuelle et même le momentum favorable à ce genre d'initiative qu'a lancé Mark Carney, c'est Donald Trump et ses menaces existentielles envers le Canada, les menaces tarifaires. Il est toujours présent cette semaine, Donald Trump, avec sa menace de doubler les droits de douane imposés au secteur canadien de l'acier, de l'aluminium. Donc, il peut continuer à surfer sur cette vague-là et continuer à canaliser l'énergie des premiers ministres vers un seul but, c'est-à-dire réduire notre dépendance face au marché américain. Et je pense que ça aussi, ça s'accélère. Maintenant, il y a quand même des choses dont il faut tenir compte, notamment les droits des peuples autochtones. Ils doivent être consultés, ils doivent approuver ou donner leur approbation à ces projets. C'est crucial. Sinon, on va frapper un mur, et ce sera un mur juridique, notamment devant les tribunaux. Parce que les tribunaux ont toujours opté de défendre les droits des peuples autochtones, les droits ancestraux, les droits liés aux traités qui ont été signés entre les peuples autochtones et la couronne. Et ça va être le cas à venir. Et d'ailleurs, M. Carney était très clair à la fin de sa conférence de presse. Tout ça ira de l'avant si nous avons aussi le concours des peuples autochtones, et ça, c'est crucial. Est-ce qu'il l'obtiendra? Je pense que oui, parce qu'il est prévu une réunion à Winnipeg en juillet avec les Premières Nations, avec les dirigeants des Premières Nations, justement pour s'assurer qu'il y a un dialogue constant entre Ottawa et les Premières Nations. Et on veut aussi que les Premières Nations participent financièrement, en tout cas une participation financière, qu'elle vienne du fédéral, ce soutien-là, à ces projets-là. Donc, il va y avoir des retombées. On ne peut pas développer les ressources naturelles au Canada sans qu'il y ait des retombées aussi pour les Premières Nations. Et ça, je pense, c'est incontournable. M. Carney l'a compris. Il va aussi le faire valoir lors de cette rencontre à Winnipeg avec les Premières Nations. Si je peux juste me permettre, il y a eu un petit drapeau jaune, je pense, dans les derniers jours. Il y a eu cet échange de lettres entre, justement, le bureau du Conseil privé qui demandait à l'Assemblée des Premières Nations leur opinion, finalement, sur ce projet de loi là, qui va venir très bientôt. Et déjà, on a laissé une semaine là, pour répondre. Alors, je pense qu'on a vu, là, finalement, la chef de l'Assemblée des Premières Nations là, envoyer une lettre, la rendre publique et qui disait justement là, qu'elle n'était pas tout à fait d'accord avec cette façon de faire. À son avis, qu'elle n'avait pas été assez consultée, qu'une semaine, c'était pas assez là, vraiment pour consulter tous ses membres. Donc, je pense qu'il va vraiment devoir faire attention. Je pense qu'il fait bien de continuer ces consultations-là après coup, mais chose certaine, ce projet de loi sera déposé là, dans les prochains jours. Est-ce que c'était un test pour Mark Carney? Cette rencontre, oui. Un test qu'il a réussi. Je pense que, bon, tout le monde semble très content. Doug Ford, encore une fois, après la rencontre, le comparé au Père Noël. Donc, j'imagine que c'est positif. L'amour est encore dans l'air, selon moi. Moi, je pense que oui. Le simple fait qu'il ait réussi à maintenir l'unité au sein des différentes provinces, des premiers ministres, en soi, c'est un succès parce que souvent, de ces rencontres-là, les premiers ministres s'en méfient. Les premiers ministres fédéraux s'en méfient. Pourquoi? Ça tire dans toutes les directions et souvent, il y a des tirs groupés aussi contre le fédéral. Jean Chrétien avait l'habitude de dénoncer ces rencontres-là, disant que c'est moi contre l'ensemble des provinces, ça ne me donne rien. On avait souvent fait des promesses dans le passé de tenir des rencontres annuelles pour qu'il y ait un dialogue constant entre Ottawa et les provinces. On a souvent abandonné ça parce que c'était une session de défoulement des provinces contre Ottawa. Donc là, on n'en est pas là. En fait, c'est tout le contraire. C'est une session d'autocongratulation de la part des premiers ministres envers Mark Carney. Terminons avec une grande question et bien peu de temps pour y répondre. Est-ce que le Canada entre dans une nouvelle ère? Est-ce que c'est ça qui nous attend? Joël Denis. Je pense que oui. On a compris que notre dépendance face aux États-Unis ne pouvait plus se poursuivre en raison du locataire de la Maison-Blanche à l'heure actuelle qui est devenu protectionniste. Ceux qui pourraient suivre Donald Trump, je pense, vont aussi adopter les mêmes politiques protectionnistes. Donc, il faut se détacher de ça. Il y a cette nouvelle ère qui va aussi commencer sur le plan de la défense. On va annoncer aussi beaucoup de contrats, mais on veut favoriser des entreprises canadiennes pour développer un complexe militaire au Canada, s'associer davantage à l'Europe, prendre aux distances des États-Unis. C'est une nouvelle ère qui commence au Canada, absolument. Le mot de la fin là-dessus, Catherine. Oui, je dirais quand même, faisons preuve d'un peu de prudence. Encore une fois, Danielle Smith, pour l'instant, semble d'accord avec tout ce qui se passe, mais il y a toujours là, cette menace de la souveraineté albertaine qui plane. Donc, il faudra vraiment
apaiser l'Alberta, s'assurer là, qu'ils aient un projet là, justement derrière et avec lequel ils sont d'accord. Donc voilà, je pense qu'il faudra continuer de faire plaisir à tout le monde, mais c'est pas toujours facile. Apaiser l'Alberta, ne pas déplaire au Québec. Exactement. C'est toujours un peu de la gymnastique. Merci beaucoup à vous deux, c'était toujours aussi intéressant. Merci à vous.